Ok. Toutes les vidéos qu'on a faites jusqu'à présent sont dans le but de donner des pistes de travail à tout jeune musicien ou moins jeune musicien qui sera isolé dans un centre où il n'a pas accès à des professeurs ou s'il n'a pas les moyens, j'ai envie de dire, financiers ou autres, d'accéder à des professeurs qui peuvent lui donner justement ces informations-là. Après, aujourd'hui, nous vivons une époque assez extraordinaire dans le sens où pratiquement toute la connaissance du monde est accessible gratuitement sur Internet. Les universités américaines mettent en ligne des contenus prodigieux. Enfin, il y a des cours dans tous les sens. Donc, quelle que soit la discipline sur laquelle on veut se pencher, on peut vraiment aller très 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 loin, pour peu qu'on soit organisé. Et j'ai envie de dire qu'on soit curieux et qu'on développe aussi un tout petit peu son anglais parce que, hélas, les meilleurs contenus sont en anglais. Bon. La vidéo d'aujourd'hui adresse un sujet dont on n'a pas encore parlé et dont il faut parler, mais brièvement parce que sinon on pourrait y passer des heures et des heures et des heures, voire des années. C'est l'improvisation. Donc improviser, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est, enfin en musique, hein, c'est créer de la musique spontanément à partir d'une simulation qui serait soit un thème, soit un drone, c'est-à-dire un son qui reviendrait constamment ou éventuellement un accompagnement, etc. Donc c'est créer de la mélodie spontanément, mais ça peut aussi créer des harmonies, etc. C'est un sujet extraordinairement vaste. Pour vous donner une idée, il y a un très 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 grand organiste du 19e siècle qui s'appelait je crois, Marcel Dupré, et qui a écrit une somme, un traité d'improvisation gigantesque en 4 volumes destiné aux organistes, parce que les organistes, c'est des musiciens qui ont gardé vivace cette tradition dans le classique, la tradition de l'improvisation, et c'est des gens qui sont vraiment capables d'improviser, mais des formes extrêmement complexes en live. Je veux dire, improviser une sonate, par exemple, avec tout ce que ça comporte, c'est d'une complexité incroyable. Et il y a des gens qui sont capables de faire ça. Donc, enfin, ça fait partie de la formation d'un organisme. À côté de ça, il y a aussi des cultures où il y a une improvisation qui, j'ai envie de dire, grosso modo, il faut séparer l'improvisation pour moi. Hein. Je la sépare en 2 types d'improvisation. L'improvisation dite modale, c'est-à-dire où on tourne autour d'une tonique, c'est-à-dire qu'il y a un son qui revient longtemps. Et autour de ce son-là, on va tourner en prenant une échelle qui peut être qu'on appelle donc un mode. Donc plus proche de nous, par exemple, de la gamme majeure, on peut extraire des modes comme le dorien, le phrygien, le lydien, etc. Et ces modes-là, on utilise les notes de ces modes-là en tournant autour de ces notes-là pour créer des mélodies sur une tonique qui serait fixe. À côté de ça, il y a une improvisation que moi j'appelle harmonique, qui est une improvisation où le musicien tire en fait l'essence de la mélodie selon le principe d'ailleurs édicté par Jean-Philippe Rameau, qui est un grand compositeur français, et qui a dit que la mélodie procède de l'harmonie. Et donc c'est le principe du jazz, du jazz avant le free jazz et la fusion. Donc j'ai envie de dire le jazz jusque dans les années 60 était fondé sur l'idée que on générait une mélodie en exploitant les notes des arpèges, des accords qui défilaient, et éventuellement les superstructures de ces accords-là. Ce qu'on appelle les superstructures, c'est ce qui va au-dessus, c'est-à-dire 9e, 11e, 13e, etc. etc. Et donc, c'est une tradition donc, qui remonte à depuis, j'ai envie de dire, Buddy Bolden, par exemple, Louis Armstrong, etc., jusqu'à le John Coltrane de Giant Steps, avant le free jazz. Et avant la partie où il est vraiment devenu très 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 modal, c'est encore un autre débat. Bon. Grosso modo, on peut séparer, diviser les improvisateurs dans ces 2 catégories-là. Moi, personnellement, j'aime pratiquement que le jazz comme musique. Et dans le jazz, je crois que je n'aime que le jazz jusqu'à, on va dire, alors bon, il y a le groupe de Miles qui va jusqu'en 67, mais j'ai envie de tracer une ligne, je dirais, jusqu'à 62 à peu près.
Après, pour moi, le free jazz, c'est du free, mais c'est certainement pas du jazz. Faut qu'on soit bien d'accord. La fusion, pour moi, c'est pas du jazz. Je suis désolé. Surtout, en plus, bon, il y a fusion et fusion, parce qu'il y a la fusion faite par de très très grands jazzmen, comme Weather Report ou Return to Forever. Et puis ensuite, il y a la fusion où, bon, il y a n'importe quel Pékin qui va sur un mi mineur jouer pendant une demi-heure, tourner dans tous les sens. Enfin bon, bref. Ça, je hais ça. Donc, c'est pas mon truc. Je suis même capable. Enfin bon, j'aime pas ça. Donc, si on revient vraiment à l'essence de l'improvisation telle que moi je la conçois, le jazz et le vrai jazz, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la plupart des grands solos de jazz que nous adorons, les disques que nous réécoutons, dont les solos ont l'air tellement élaborés qu'on se demande comment un individu a pu le concevoir en live, eh ben, c'est parce qu'il n'a pas conçu en live. La plupart des très très grands solos de jazz ont été conçus à la maison, j'ai envie de dire en laboratoire. La seule chose qui n'a pas été faite, c'est de les écrire littéralement comme une œuvre classique, mais ces solos ont été conçus. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve que dans le fameux jazz rock que je déteste, il y a quand même des lumières comme Zavinu, le Shorter et Jaco Pastorius. Jaco Pastorius qui était extraordinaire jazzman. Mais il faut savoir que Jaco Pastorius, et ça se vérifie d'ailleurs, je vous défie de trouver une vidéo de Jaco Pastorius ou un live de Jaco Pastorius où ses solos sont même au 10e du niveau de ses solos en studio. Et pourquoi? Parce que ces solos étaient des compositions. Le solo de Jaco sur Avona ou sur It Used to Be Cha-Cha ou sur Donali, ce sont des chefs-d'œuvre d'une complexité mélodique absolument incroyable qui ont été conçus et exécutés. Ce ne sont pas des solos qui ont été imaginés en live. Ça, c'est clair et net. Donc, ça a été composé. Et c'est valable pour Louis Armstrong, c'est valable pour tous les grands improvisateurs que l'on connaît. Et d'ailleurs, là où ça devient super intéressant, c'est qu'à notre époque, on a des disques, mais on a aussi ce qu'on appelle des alternate takes, qui sont en fait des plages qui ont été enregistrées et pour une raison ou pour une autre n'ont pas été retenues. Et bien, quand vous voyez sur le même thème 4 ou 5 plages de la même session, vous vous apercevez que le solo de l'improvisateur en titre est à peu près toujours le même. Et pourquoi? Parce que il a été travaillé. Hein. Ça se vérifie. Moi, j'ai vérifié ça sur pratiquement tout le monde. Johnny Griffin, Wes Montgomery, Charlie Parker, enfin tous. À chaque fois que j'ai une alternative, je retrouve le même solo. Et ça ne me dérange pas. C'est normal que ce soit qu'un solo en studio qui destiné à graver une œuvre soit plus abouti, plus complexe que un solo qu'on joue comme ça en jam session. Donc voilà, ça c'était déjà pour dire ça. C'est pas complètement de l'improvisation. Le deuxième point, moi qui me chagrine un peu dans cette histoire d'improvisation, et j'étais là-dedans, franchement, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je regrette? En fait, je fais ces vidéos justement pour inciter en fait les jeunes à pas faire les mêmes bêtises que moi dans leur progression musicale. Quand j'étais jeune, j'aurais vraiment dû passer mon temps à écouter les grands anciens. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre comment ce qu'est l'essence du jazz, à mon sens, faut écouter la musique de gens comme Sidney Bechet, comme Lester Young, comme Louis Armstrong, mais massivement. Louis Armstrong a inventé l'improvisation jazz. Avant lui, on ne jouait pas comme ça. Donc, évidemment, après, Charlie Parker, parce que ça va vous permettre au bout plusieurs années d'écoute, mais enfin, vous vous immergez dans cette musique-là. Au bout d'un certain moment, vous allez comprendre, en fait, vous allez comprendre la psyché de ces musiciens et comment ils fonctionnaient. Et vous allez surtout comprendre que les jazzmen, c'était des musiciens qui pensaient essentiellement au rythme. Tout était fondé sur le rythme. Et après, on regardait les superstructures des accords, la complexité, etc. Mais tout était fondé sur le rythme. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend en fait que finalement les notes, et je crois qu'il y a une interview fantastique de Wynton Marsalis sur ce sujet, on comprend en fait que les notes n'ont pas tant d'importance que ça.
Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que en jazz, en improvisation jazz, on va dire théorie du jazz, mais c'est débile de dire ça, mais bon, depuis les années 60, on théorise, on pond des bouquins dans tous les sens. En jazz, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de fausse note. Pourquoi il n'y a pas de fausse note? C'est parce que si vous prenez par exemple un accord de septième, hormis la septième majeure, vous pouvez absolument jouer n'importe laquelle des 11 autres notes de la gamme tempérée sur un accord de septième. Donc, par exemple, sur un do septième, vous pouvez absolument tout jouer, sauf le si bécard. Et encore, vous pouvez jouer le si bécard s'il est de passage. Donc, autant dire que vous pouvez tout jouer. Et donc, se focaliser fondamentalement sur le rythme. Et donc, moi, j'encourage tous les jeunes à écouter à outrance les grands anciens, Coleman Hawkins, Lester Young, Louis Armstrong, etc. Et apprendre à chanter leur solo. Pas les jouer, pas les reproduire sur leur instrument. À mon avis, ça ne sert à rien. On va y venir parce que ça, c'est très, très important. Mais apprendre à les chanter. Et vraiment en focalisant, en comprenant la rythmique, de comment ils pensaient le rythme. Parce qu'une fois que vous êtes approprié ça, après vous allez pouvoir jouer, utiliser ces articulations, quel que soit le contexte musical et quelles que soient les notes que vous allez employer, et vous serez extrêmement convaincant. Maintenant, pour revenir à cette histoire de apprendre à jouer les solos, la transcription, parce que je vois c'est aussi à la mode, je vois des gens qui mettent des vidéos sur internet où ils reproduisent note à note alors que le solo est en train de passer, un solo de John Coltrane, un solo de Charlie Parker, etc. en disant ah c'est génial, c'est quelque chose qui va vous former d'une façon incroyable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes capable de reproduire note à note un solo de George Benson, de Charlie Parker ou de John Coltrane que vous allez improviser comme eux. C'est pas vrai. Et j'en veux pour preuve que la plupart des gens, par exemple, l'un des plus incroyables transcripteurs de solo, peut-être même de l'histoire, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Trent Kynaston, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la personne qui a transcrit l'omnibook de Charlie Parker. Et ce type est un trompettiste. Je vous défie de trouver une vidéo de ce type ou un disque de ce type où il vous fait un solo qui ressemble à quelque chose. Hein, alors qu'il a transcrit des solos mais démentiels de ces grands musiciens. Il n'a pas fait que Charlie Parker, il a transcrit d'autres trompettistes, etc. Mais lui-même, en tant qu'improvisateur, j'ai connu d'autres musiciens, dont je ne citerai pas les noms parce que bon, je vais pas me faire des ennemis, qui ont une oreille de folie, qui sont des transcripteurs incroyables et qui sont de piètres improvisateurs. Ça prouve bien que apprendre à nonner comme un âne, et moi si j'ai fait ça jeune, parce que bon voilà, je ne savais pas autrement, ça sert à rien. Ce qui sert en revanche, c'est s'imprégner, comme je le disais, de la musique, la chanter, et éventuellement, en la chantant comme ça, repérer quelques phrases qui vous intéressent. Et là, prendre ces phrases et se les approprier, ça les jouer dans toutes les tonalités, les transposer, éventuellement les adapter en fonction du contexte harmonique, etc. Ça va vous faire progresser. Parce qu'en fait, la grande différence, ce qu'il faut comprendre, c'est que un guitariste, par exemple, comme Django Reinhardt ou Wes Montgomery, c'est des gens qui ne savaient pas lire la musique. Et donc, de toute façon, ils n'étaient pas là à déchiffrer des transcriptions. Hein? Et c'est des gens, souvent, Django, dans sa roulotte, il n'avait pas forcément un matériel hi-fi de folie pour lui permettre d'écouter tous les guitaristes de son époque, etc., et puis piquer leurs idées. Donc, c'est pas vrai. En revanche, dans sa vie courante et dans son jeu avec les autres, etc., il pouvait piquer des idées un peu partout, les intégrer dans son jeu. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but dans une improvisation, c'est quoi? C'est qu'on vous reconnaisse à partir de la première note. Donc, il faut absolument mettre l'accent sur le son, le timbre que vous avez, le son que vous avez. Marcus Miller, par exemple, c'est un bassiste qui est capable de jouer à peu près tout ce que jouent les autres bassistes. Bon, déjà, c'est un multi-instrumentiste de génie, compositeur de génie, enfin bref. Les superlatifs me manquent pour Marcus Miller. Marcus Miller a choisi un son de basse particulier, une façon d'attaquer son instrument particulier qui fait que dès la première note, on sait que c'est lui. Dès la première note, on sait que c'est lui. Jaco Pastorius a fait ce choix-là aussi, ce qui fait que, par exemple, Jaco Pastorius n'a pratiquement jamais slappé. Il aurait pu, hein, parce qu'il avait un niveau démentiel. Il s'en fichait, Jaco. Jaco avait choisi son son, et c'était toujours le même son.
Je peux vous en citer comme ça, mais ils ont tous, à un moment, fait un choix. Et ça va très loin. C'est-à-dire que non seulement c'est un choix de son, mais c'est aussi un choix, par exemple, des gammes, des modes qu'ils vont utiliser dans leurs improvisations. Marcus Miller, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait le choix très tôt d'avoir des improvisations qui sont centrées sur la gamme de blues. George Benson, pareil. Et pourtant, George Benson est un bebopper extraordinaire. Mais même dans son bebop extrêmement bluesy. Extrêmement bluesy. Pat Martino, qui vient de nous quitter, était lui aussi extrêmement bluesy, mais en plus, il avait fait le choix de pratiquement tout le temps jouer en mineur, quel que soit le contexte, le majeur, même quand dans un contexte majeur, Pat Martino avait toujours cette sonorité un peu mélancolique, et ça venait du fait que de l'usage des gammes mineures qu'il faisait. C'était un choix, et c'est sa façon de travailler. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, quand on est jeune, il y a deux choses si on veut vraiment pratiquer l'improvisation à un certain niveau, sur lesquelles il faut se focaliser. Le son, trouver un timbre, si on est guitariste, mais trouver une façon d'utiliser une pédale d'effet particulière, comme par exemple quelqu'un comme Mike Stern qui a un son particulier, et John Scofield en a un autre. Trouver un son. Et la deuxième chose, choisir une ambiance. Si par exemple vous aimez les sons un peu dissonants, etc., vous pouvez choisir de jouer des gammes plutôt augmentées, tout ça. Si vous aimez des sonorités plutôt mélancoliques, vous pouvez faire comme Pat Martino, il y a un saxophoniste qui j'ai oublié son nom, de la côte ouest, là, qui pareil, le roi de la gamme mélodique mineure. Choisir de faire ça pour avoir une sonorité à vous. C'est vraiment les choses les plus importantes. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans la pratique, c'est-à-dire la préparation d'une improvisation sur un morceau, comment on analyse, etc., faut à toute force éviter un truc qui nous vient des États-Unis et qui s'appelle le bracketing, qu'on utilise trop mal. En tout cas trop, et pas forcément à bon escient. Le bracketing, c'est l'idée que plutôt que d'accentuer des notes importantes de chacun des accords qui défilent, je vais prendre une plage, je ne sais pas, de 5 ou 6 mesures, et j'essaie d'identifier la tonalité dominante. Je sais pas, par exemple, si vous prenez un standard, si vous regardez le real book, vous prenez un standard comme All the Things You Are, grosso modo, vous avez une montée jusqu'à la bémol, je dis Fa mineur, Si bémol mineur, Mi bémol septième, La bémol majeur, qui vous met donc dans une ambiance La bémol majeur. Donc la plupart des gens, ils balancent n'importe quoi en La bémol majeur en se disant, bon, Dieu reconnaîtra les siens. D'accord. Ça s'appelle le bracketing. C'est encadré. C'est bien. Mais ça a ses limites et c'est un peu dangereux. Les très grands savent l'utiliser intelligemment, mais j'ai remarqué que c'est devenu presque une forme de paresse. Moi, je pense que sur des harmonies denses, c'est-à-dire qu'il y a au moins un changement d'accord par mesure, faut apprendre les arpèges avec tout le renversement de tous ces accords-là, de façon à presque en intégrer le son dans sa tête, pour que l'on va improviser, on ait presque un accompagnement qui défile dans votre tête. Parce que un solo doit pouvoir se tenir tout seul. C'est-à-dire que si votre solo ne sonne que lorsque vous êtes accompagné par un pianiste ou un guitariste, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans l'harmonie. Hein? Parce que ce truc de balancer des modes à toute vitesse, mais je vois ça, mais alors les gens qui jouent à des vitesses inimaginables, en espérant que forcément une de ces notes-là, ben, c'est la bonne et les gens vont s'y accrocher, franchement c'est ridicule, c'est presque insultant. Hein? Moi je pense qu'il faut ralentir et jouer vraiment les notes importantes. Écouter des gens qui ont une vraie réflexion. On entend pratiquement penser Miles Davis quand il fait un solo. Tous les solos de Miles Davis sont pratiquement tous les solos de Miles Davis qui ont été gravés, même dans des contextes modaux, sont des monuments en fait. De la pensée mélodique, etc. On voit vraiment, on l'entend penser. Donc, il faut écouter au maximum, chanter au maximum.
Ça, c'est des choses importantes. Après, les détails techniques, aller chercher tel ou tel mode, aller chercher tel ou tel renversement, superposer des triades pour comme superstructure sur les accords, etc. Ça, c'est des informations que vous pouvez trouver n'importe où sur Internet. Hein. Les informations techniques de l'improvisation. Ce que je vous dis là, c'est l'essence. Apprenez à chanter. Et en plus, je dirais, quel que soit votre instrument, apprenez à chanter une ligne de basse. Hein. Apprenez à chanter en walking bass. Apprenez à mimer même le à sentir le shabada. Apprenez à sentir la syncope quand une guitare fait du comping, etc. Parce que tout ça participe de la qualité de votre improvisation. Néanmoins, pour ceux qui s'en intéressent, je pense que je vais essayer de faire en streaming un cours gratuit, mais sur des sujets, c'est-à-dire qu'on prendra des sujets, on se retrouve en streaming et puis on prendra les sujets n'importe lequel ou des questions que les gens se posent, y compris moi-même parce que bon, je suis pas très avancé dans tout ça. Hein. Et puis on va essayer de discuter, d'aller dans des directions variées, etc. Ça s'adresse évidemment à mes frères camerounais. À tous mes jeunes frères et sœurs qui sont ici et qui s'intéressent à ça. Je donnerai des nouvelles d'ici quelques semaines sur cette approche-là. Voilà ce que j'avais à dire sur l'improvisation. Vraiment, si je dois résumer ce que je viens de dire, je vous encourage à faire la chose suivante. Écoutez au maximum les anciens. Vraiment, jusque dans les années 50 au plus. Écoutez les anciens. Les anciens vous permettent de dominer les nouveaux. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est une réalité. Si vous rentrez dans l'histoire du jazz, et c'est ce que Wynton Marsalis a compris par exemple, vous rentrez dans l'histoire du jazz, les fondamentaux, les années 20, 30, 40, etc., vous allez comprendre que finalement, rien n'est nouveau au soleil. Et que si Charlie Parker était vivant aujourd'hui, il serait toujours le maître. Très clairement. Donc, a fortiori John Coltrane. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'ils sont morts depuis 60 ou 80 ans, il s'est passé quelque chose. Non, la musique c'est la même. Et ces gens-là avaient vraiment compris beaucoup de choses. Et ils avaient compris les choses organiquement. Or, nous, on est encore dans une intellectualisation des choses trop forte. Il faut arrêter ça. Voilà.